Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'Europa Radio, la web radio corsaire et non conforme. Je suis le Baron Fou et aujourd'hui, je reçois Monsieur K, l'éminent spécialiste des dossiers secrets et des prédictions aussi, n'est-ce pas Monsieur K? Bonsoir Monsieur K. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bien, merci. L'émission de ce soir sera consacrée au nouvel ordre mondial, sujet vaste s'il en est. D'ailleurs, on va commencer par où commencer justement, Monsieur K, sur le nouvel ordre mondial. Donc déjà, Monsieur K, pour toi, quelle est la définition du nouvel ordre mondial? Le problème de ce mot nouvel ordre mondial, c'est qu'il a une histoire compliquée. La première fois qu'il est apparu vraiment visiblement pour le grand public, c'est lors du discours de George Bush. Je crois que c'était le 11 septembre 1990. 90, oui, tout à fait. Devant après la chute du mur. Tout à fait, devant le Sénat américain, je crois, réuni au grand complet pour le discours à l'Union, je crois. Il a parlé donc il a évoqué ce projet qu'il avait, qui se dessinait devant nous. Il était temps maintenant, puisque le bloc soviétique était tombé, de s'acheminer vers un avenir pacifié, où en fait il y avait un changement de paradigme. On sortait de la guerre froide pour entrer dans quelque chose de nouveau, auquel il a donné ce nom générique de nouvel ordre mondial. En réalité, un avenir, ouais, tout à fait. Ouais. Un avenir radieux, forcément. Oui, tout à fait. On a eu par la suite la publication de divers essais, dont la fin de l'histoire par Fukushima. L'idée qu'on arrivait à un temps pacifié. En fait, c'était un essai d'inspiration kantienne, de Kant, qui avait prédit, qui avait appelé de ses vœux l'institution d'une paix perpétuelle et en fait de la fin des conflits, d'une sortie de l'histoire. En réalité, puisque l'histoire est tragique. Il s'agissait justement de mettre fin au tragique de l'histoire pour entrer dans un monde de pure économie et où chacun finalement pourrait s'occuper uniquement de son bien-être matériel. Voilà, c'était le projet en tout cas d'une partie de l'élite américaine dont Fukushima s'était fait le chantre. Voilà, en réalité, si on regarde plus profondément, le slogan Nouvel ordre mondial apparaît au fil de l'histoire des hommes. Déjà, sur le billet américain, donc l'inscription date, je crois, du tout début du 19e siècle. On voit sur tous les billets d'$1, cette inscription au bas de la pyramide, Novus Ordo Seclorum, qui traduit du latin veut dire nouvel ordre des siècles, Seclorum désignant aussi le monde, donc ça veut dire nouvel ordre mondial. Donc tu veux dire à nos auditeurs que finalement, bien avant le discours de Bush, c'était quelque chose de préparé, qui avait été planifié idéologiquement, les idées étaient bien là, et ça remonte même peut-être au-delà de là tu parlais de Kant finalement, donc l'idéologie peut-être aussi progressiste, donc la fin de l'histoire, chère aussi à d'autres idéologies d'ailleurs. Tout à fait, on retrouve ce souhait en fait de mettre fin au conflit dans la famille, dans les diverses familles marxistes, le dépérissement de l'État souhaité par Marx et par ses disciples, qui évidemment dans la pratique ont fait tout le contraire, puisqu'ils ont inventé des formes de dictature étatique que jamais vues sous le soleil. Mais on retrouve à la fois chez les libéraux et chez les marxistes ce souhait d'une fin du politique, d'une fin de l'histoire, pour entrer finalement dans un nouvel âge d'or. Et c'est en effet très progressiste, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, dans le monde ancien, on avait plutôt tendance à mettre le monde idéal, le monde sans défaut, sans faille, sans violence, sans conflit, à l'origine du monde. Les progressistes, eux, chargent l'avenir de toutes les vertus et nous prédisent l'âge d'or, non pas ils annoncent l'âge d'or pour l'avenir et ils ne le regrettent pas dans un passé lointain. Voilà. Donc on sait là aussi un changement paradigmatique très net. Donc finalement, à l'histoire de ces idées-là, tu parlais donc du billet américain et de cette fameuse pyramide. Donc il y a toute une histoire aussi de symboles par rapport à cette idéologie du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, on va la définir aussi. Quelle est finalement cette idéologie? Est-ce que c'est uniquement donc produire, consommer, donc une philosophie matérialiste du monde? Non, je crois pas. Je crois que ça, c'est les apparences que donnaient à voir justement les essais comme celui de Fukushima ou l'appel justement à un monde pacifié de George Bush. La réalité est tout à fait différente, c'est qu'en réalité,
c'est une réalité beaucoup plus sinistre. Une espèce de matérialisme de façade. Oui, tout à fait. D'abord, ce projet a une nature profondément religieuse, on le verra tout à l'heure. On verra, oui, d'ailleurs avec les clubs, on en reparlera d'ailleurs, les clubs. Il y a une nature religieuse à ce projet, et d'autre part, il y a une réalité beaucoup plus sinistre que ne laisse penser le vœu pieux, voilà, d'un monde pacifié, puisqu'en fait, il s'agit d'un projet de domination globale, c'est-à-dire qu'un monde qui n'aurait pas de conflit, c'est nécessairement un monde unifié par un pouvoir unique qui justement prévient les conflits. Puisque les conflits interviennent toujours entre des puissances concurrentes, c'est la nature de la vie humaine appelle à la diversité des pouvoirs. Autrement, on va immédiatement, évidemment, au gouvernement mondial. C'est-à-dire que le seul moyen d'empêcher la guerre entre nations, évidemment, c'est de voir le dépérissement des nations et la constitution d'un gouvernement mondial qui arbitre entre les différents groupes humains qui progressivement sont engagés par la contrainte. La contrainte, elle peut être brutale, mais elle peut aussi être subtile. La contrainte fiscale, la contrainte environnementale, la contrainte idéologique, par la diffusion d'une idéologie contraignante dans les écoles, voilà, et qui la pensée unique, hein. Voilà, et qui produira finalement des dissidences, mais qui seront traitées un peu à la manière dont étaient traitées les dissidents soviétiques par l'incarcération, la psychiatrisation, ou à la manière dont sont traités les dissidents dans le monde entre guillemets libre, donc dans le monde occidental, c'est-à-dire par la relégation, la censure par l'ignorance et le silence, et aussi la censure par le bruit, c'est-à-dire l'omniprésence de divertissement, d'insignifiance journalistique, télévisuelle, cinématographique, etc., qui finissent par noyer tout message signifiant, et donc c'est une forme de censure beaucoup moins brutale, bien sûr, non moins efficace. L'exclusion sociale aussi, la marginalisation, l'exclusion sociale. L'exclusion économique, et là on peut imaginer, et on y reviendra peut-être, que dans le cadre de ce gouvernement mondial, qui est appelé de ses vœux par l'ensemble de l'élite mondialiste. Il y a pour projet aussi la constitution d'une religion mondiale, la constitution d'une seule monnaie mondiale, d'une seule économie mondiale, d'un seul gouvernement, etc. Et dans le cadre de la monnaie mondiale, on pourrait très bien imaginer, parce qu'il faudra des facilités technologiques en fait pour permettre l'organisation de cette monnaie mondiale. Voilà, ce sera les technologies actuelles et à venir. Des technologies qui permettront par la pression d'un simple bouton finalement de marginaliser économiquement et de vouer à la mort économique, voire la mort physique par la faim tout simplement les gens qui seraient en désaccord avec le projet, puisqu'ils ont aujourd'hui les moyens de faire porter la monnaie dans une puce de la taille d'une puce électronique de carte bleue. On connaît tous le système aussi Monero, ce genre de choses. Donc, tous les moyens techniques sont mis en place donc pour que ce nouvel ordre mondial, qui finalement, alors pour toi le nouvel ordre mondial, finalement c'est le synonyme de mondialisation, de mondialisme plutôt, hein, le mot est lâché. Oui, tout à fait. Le nouvel ordre mondial, en réalité, c'est l'autre mot pour parler d'un gouvernement mondial, des élites de chacune des nations aujourd'hui, de chacune des aires géographiques, culturelles, etc., qui pour beaucoup d'entre elles partagent ce projet de gouvernement mondial. Alors évidemment, il y a des conflits, c'est là le piège dans lequel tombent les conspirationnistes, c'est qu'ils ils imaginent une puissance monolithique agissant dans l'ombre et fourbissant des projets sinistres, etc. Alors qu'en réalité, il s'agit évidemment c'est une réalité, il y a une élite mondialiste un peu partout dans le monde, mais elle est traversée de courants et de conflits extrêmement brutaux qui très souvent se règlent d'ailleurs sur le dos des peuples. Le dernier cas en date étant la Libye, mais il y en a eu d'autres. Je pense l'affaire Strauss-Kahn aussi. Oui, l'affaire Strauss-Kahn est sans doute le fruit d'un conflit interne au sein de l'oligarchie, mais à un niveau peut-être inférieur de celui qui nous occupe ce soir. Encore qu'ils étaient tous mondialistes, tous les acteurs de ce truc étaient mondialistes, mais à l'exception peut-être de Nafissatou Diallo. Voilà, on parle, il y a aussi des niveaux, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la pyramide sur le dollar. C'est un symbole extrêmement troublant de trouver ce symbole qui renvoie à l'Égypte ancienne sur le billet bancaire donc d'une nation d'Amérique du Nord moderne. Enfin,
Là, on a l'Égypte ancienne et les États-Unis contemporains. C'est complètement. Donc là, on a le lien effectivement, comme tu le dis, avec peut-être des sociétés secrètes, hein, sans le citer, effectivement, la franc-maçonnerie, hein, qui est directement concernée. Donc les pères fondateurs, d'ailleurs, des États-Unis étaient pour la plupart francs-maçons. Oui, alors justement, c'est la franc-maçonnerie. Là, le mot est là aussi encore une fois un peu trompeur, parce que oui, ils étaient francs-maçons, mais surtout ils étaient illuminés. Oula, le mot est lâché. Ils appartenaient à la secte des Illuminés et ils appartenaient même à la section colombienne des Illuminés. Des Illuminés de Bavière. Oui, des Illuminés de Bavière. Il y avait plusieurs branches en réalité. Et en effet, beaucoup des organisations qui promeuvent le projet de nouvel ordre mondial depuis maintenant 2 siècles et demi sont en fait des organisations qui ont une origine et qui ont des liens organiques. Par exemple, nous allons parler tout à l'heure des clubs. Certains de ces clubs utilisent des symboles, des numéros qui les identifient. Par exemple, le numéro 332. 322, oui, c'est ça. Pour le club des Skull and Bones. Et en fait, c'est le 322e chapitre des Illuminés de Bavière. Voilà. Ah bien, eh ben écoute, là, Monsieur K, tu viens de donner une petite information que je ne connaissais pas. Hein, effectivement, je ne pensais pas qu'il y avait des liens comme ça avec les Illuminés de Bavière. Rappelons-le à nos éditeurs, qui avait été donc une société secrète en Allemagne du Sud, au début du 19e siècle, et qui a été éliminée par à la fin du 18e en réalité. À la fin du 18e. Puisque leur date de fondation c'est 1771, et c'est justement la date qui est inscrite également sur le billet d'$1, qui ne renvoie pas à la fondation des États-Unis, mais à la fondation des Illuminés de Bavière. D'accord. Et leur projet justement, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est ce gouvernement mondial, et ils procèdent, comme dans l'ensemble des sociétés secrètes, par un système pyramidal. Un système pyramidal la conspiration est pyramidale. Les moyens de contrôle, si vous voulez, la matrice de contrôle de la société est pyramidale, et ça renvoie à la pyramide des mondes anciens, les pyramides des mondes anciens, égyptiennes bien sûr, babyloniennes également, mais aussi mésoaméricaines, donc aztèques. On trouve également des pyramides en Chine, on en trouve un peu partout d'ailleurs. Oula. Donc là, on remonte très loin dans le passé. Mais pour en revenir donc aux États-Unis, et aux fondateurs, et donc au symbolisme, on parlait des billets, etc. Alors finalement, ce nouvel ordre mondial, est-ce qu'il est uniquement, comme beaucoup le pensent, quelque chose qui concerne les États-Unis et éventuellement l'axe atlantiste, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose d'autre qui est transnational, qui est transpouvoir, trans-État, et qui représente une entité qui ne peut pas, qui n'est pas forcément liée uniquement aux États-Unis ou à l'axe atlantique? En fait, c'est un peu les deux. Je m'explique. Le nouvel ordre mondial, en fait, est un projet qui dépasse l'axe atlantique, mais qui l'intègre. Les milieux atlantistes, les lobbies atlantistes, les organisations atlantistes, les réseaux qui eux aussi d'ailleurs il y a des réseaux concurrents parce qu'il y a des nuances dans les familles, enfin dans la famille atlantiste, qui parfois elles aussi sont en conflit, ce qui explique parfois le caractère un peu embrouillé des réalisations, appartiennent à l'une des des grandes factions mondialistes. Enfin, alors là il va falloir nous expliquer à ce moment-là. 3 factions. Il faut imaginer la structure pyramidale comme la structure fondamentale du pouvoir tel qu'il est conçu par ces organisations. Et à l'intérieur de on peut imaginer une pyramide vue par le haut, donc faisons-en une sorte de camembert si vous voulez, divisée en 3, avec 3 factions qui à un certain niveau collaborent et au niveau au-dessus sont absorbées dans une structure où ces divisions n'ont plus cours, mais vers le bas de la pyramide, ces divisions existent, sont créatrices de conflits entre les 3 factions, que sont d'une part le bloc, je dirais, anglo-américain d'une part, d'autre part le bloc sioniste, et le 3e bloc qui est un bloc socialiste. Voilà, et ces trois factions se combattent à certains niveaux, mais elles sont toutes intégrées au projet du nouvel ordre mondial. D'accord, donc c'est la forme qui change,
Le fond est le même, c'est-à-dire la réalisation des idées se font sous des formes différentes alors. Le projet est le même, mais il souhaite pas que le gouvernement mondial qu'il souhaite voir, il ne lui souhaite pas les mêmes formes. C'est-à-dire que les socialistes veulent accéder à un gouvernement mondial, mais ils veulent un gouvernement mondial socialiste. Les sionistes veulent un gouvernement mondial sioniste, et les anglo-américains veulent un gouvernement mondial piloté par les milieux anglo-américains. Voilà. Et donc là, ça nous, on va glisser vers effectivement le sujet de qui finalement représente ce nouvel ordre mondial, des personnes, des associations, des clubs. Et on va peut-être parler de l'hyperclasse mondiale, sujet terme assez généraliste. Pour toi, qui représente le nouvel ordre mondial? Eh bien, on peut dire justement, comme c'est une structure pyramidale, que plus on descend dans les degrés vers la base, plus les organisations sont nombreuses, concurrentes, et c'est un véritable capharnaüm de projets, de vision. C'est-à-dire que l'opposition est finalement organisée par le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle opposition, quoi. C'est finalement toujours dans le même cadre. Je vais te donner un exemple qui va être très clair pour nos auditeurs. Dans le cadre des conflits qu'il y a lors des grands sommets mondiaux, que ce soit les sommets privés du type de Davos, ou des sommets, je dirais, plus institutionnels comme le GATT, enfin le GATT qui maintenant s'appelle l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC. Quand il y a des grands sommets de l'OMC, on retrouve toutes les élites mondiales, à la fois politiques, journalistiques et économiques, bien sûr, et ils discutent des destinées de l'humanité, par-delà toute préoccupation nationale. Mais dans la rue, on trouve des organisations, alors là, de grassroots, de militants de base, anarchistes, communistes, socialistes, environnementalistes, etc. Et on a l'impression qu'il y a un conflit très sérieux entre les deux, puisqu'il faut mettre des rangs de CRS, des barrières, des canons à eau, que sais-je, pour que les manifestants qui représentent d'une certaine manière ce que les médias et la gauche appellent la société civile, et contre l'élite mondiale, voilà. Et donc en fait les altermondialistes, c'est-à-dire ceux qui veulent un autre monde. Une fusion entre des types en costard-cravate qui brassent des millions d'un côté, et des militants qui mangent bio, qui sont parfois végétariens, qui sont parfois engagés dans des combats pour les droits animaux, etc. Donc on a d'un côté, si tu veux, une culture très libérale au sens américain, c'est-à-dire une culture gauchiste dans la rue, et une culture beaucoup plus corporate, beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus droitière dans les organisations de gouvernement, économiques, etc. Elles sont en conflit apparent, mais en réalité, les deux organisations concourent toutes les deux au projet mondialiste parce que, en dehors d'une infime minorité d'anti-mondialistes authentiques, les militants de rue altermondialistes en fait appellent également un gouvernement mondial, mais cette fois-ci beaucoup plus social-démocrate dans son inspiration, c'est-à-dire le welfare state, donc l'État-providence, le revenu minimum, la préoccupation environnementale, etc. On a affaire à un conflit qui est réel, parce qu'il y a parfois des morts, on a eu le cas à Rome, il y a eu un militant qui a été tué lors d'un meeting, d'un grand sommet, ça devait être en 2004, si je dis pas de bêtises, ou en 2003, et bon, c'est un conflit réel, mais qui a un niveau supérieur, et sans intérêt, puisqu'il s'agit pour eux, en dehors de la structure pyramidale de contrôle, donc ils contrôlent ces organisations qui sont en bas de la pyramide, d'accord, qui sont des organisations de rue, ils les contrôlent, elles sont très bas dans la pyramide, mais elles appartiennent au système, et en même temps, il y a un autre principe de contrôle qui s'appelle diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'ils utilisent les conflits pour faire avancer l'agenda. Je m'explique, il s'agit d'une philosophie d'inspiration hegelienne qui est crise, solution, voilà, il crée une crise. C'est-à-dire provoquer la crise. On est dans choc et simulacre là finalement. Totalement. C'est-à-dire l'ordre ab chaos. C'est l'ordre après le chaos qu'on crée soi-même. Ordo ab chaos, c'est la devise du 33e degré dans la maçonnerie écossaise. Ordo ab chaos, c'est le mot d'ordre. Chaque degré maçonnique va avec une sorte de slogan, de mot d'ordre.
Ça, c'est le slogan d'un des plus hauts degrés de la maçonnerie écossaise, le plus haut degré de la maçonnerie écossaise officielle, le 33e degré. Ordre de chaos, ça veut dire l'ordre hors du chaos. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un chaos d'abord, où on profite d'un chaos réellement existant, parce qu'il faut rester raisonnable. Tout n'est pas piloté par un grand marionnettiste. Hein. Mais en revanche, dans le cadre d'une crise, qu'elle soit provoquée ou qu'elle soit réellement existante, ils vont organiser deux réponses et on va progressivement essayer de faire se rapprocher les deux options pour faire une sorte de synthèse hegelienne de la thèse et de l'antithèse. La thèse, c'est gouvernement de la finance mondiale dans les milieux de l'OMC. L'antithèse, c'est construction d'une société plus juste, plus environnementale, plus partageuse, etc. On va aller vers une synthèse, c'est-à-dire vers un gouvernement mondial des banquiers, mais avec une inspiration socialiste très marquée. Voilà. Ce qui importe, c'est le gouvernement mondial, c'est-à-dire mondialisme, altermondialisme, mondialisme de toute façon, quoi. C'est ça. On est d'accord. D'accord. On va peut-être parler un petit peu plus en détail de cette hyperclasse mondiale, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils se connaissent? Comment dirais-je? On va peut-être aborder maintenant le sujet des clubs. Hein, c'est-à-dire qui sont ces gens finalement qui veulent ce nouvel ordre mondial? Il y a quelques années, maintenant il est mort, il y a un professeur américain qui fait partie de ces milieux, qui lui fait partie plutôt de la fraction anglo-américaine, Huntington, qui a écrit un premier livre qui a eu beaucoup de succès, qui était en fait le développement d'un article paru dans la revue l'International Affairs, qui est donc la revue officielle du CFR, le Council on Foreign Relations, qui est un club très important. On y reviendra tout à l'heure, enfin dans un instant quand je détaillerai les clubs. Donc Huntington a écrit un deuxième livre. Mais excuse-moi de te couper, Huntington, c'est le Huntington du choc des civilisations? Tout à fait. Il a écrit un deuxième livre sur qui nous sommes, Who We Are, je crois, c'est le titre exact du livre. Chopra en parlait effectivement. Ouais. Et dans ce livre, il se penche un peu plus sur, il est sur la fin de sa vie, donc il se penche sur lui, sur ce que sont les États-Unis, etc. Il regrette la disparition de l'Amérique WASP, de cette matrice, tu vois, à la fois anglo-saxonne, protestante, voilà, de la côte est, des milieux d'affaires, de cette sorte d'aristocratie de la côte est qui pilotait les affaires américaines. Et voit monter progressivement les hispaniques, les noirs, les asiatiques. Et il dit, voilà, avec beaucoup de regrets, il voit cette matrice américaine se diluer en fait dans le multiculturalisme promu par la gauche. Et lui parle très longuement aussi de l'hyperclasse mondiale, un peu à la manière d'Attali d'ailleurs, qui est le grand promoteur de l'hyperclasse mondiale en France, et qui a écrit des ouvrages sur l'homme nomade, qui renvoie en fait à deux figures, à la fois le clandestin arraché à sa terre pour se faire exploiter par les entreprises capitalistes dans l'hémisphère nord, et la surclasse mondiale. Et puis la finance nomade aussi. Hein. Oui, qui est nomade et qui elle aussi est nomade et qui voyage elle en première classe, en classe business. Et qui se sent aussi bien à Barcelone que à Rio ou à Pékin. C'est pas Gengis Khan, hein. Là on est dans un autre type de nomadisme. Tout à fait. On est dans un nomadisme d'un autre genre. On voit d'ailleurs se développer cette idéologie nomade également. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le siècle juif, qui a été écrit par un auteur américain, un juif américain très très intéressant, cet ouvrage, qui va confirmer en fait certaines des analyses les plus profondes de René Guénon, qui, bon, par ailleurs, je mets en garde contre la lecture de René Guénon, mais dans son ouvrage Le règne de la quantité, les signes des temps, a un chapitre sur nomadisme et sédentarité, extrêmement intéressant, extrêmement prophétique sur ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la nomadisation progressive de l'ensemble de l'humanité, qui auparavant était plutôt marquée par sa sédentarité, son enracinement, et le nomadisme était plutôt une exception. Tout à fait légitime. Hein. Il y a toujours eu des peuples nomades, à la fois les Hébreux de l'Ancien Monde, les Romanichels, toutes les peuplades de bergers, etc. Les Mongols aussi. Enfin voilà. Donc, mais c'était plutôt l'exception que la norme. Il y a aussi en Afrique des grands pays, des grands peuples nomades, pardon, comme les Peuls, etc. Mais c'était plutôt l'exception.
Aujourd'hui, le nomadisme est devenu quasiment l'avenir, enfin l'horizon de l'humanité. On voit se développer des produits nomades, hein, les petites bouteilles d'eau, les téléphones, les téléphones mobiles déjà. Il y a toute une catégorie de nouveaux produits nomades qui tendent à montrer à souligner cette tendance. Oui. Et puis un néo-nomadisme. Hein, je ne sais pas si on peut vraiment comparer cela au nomadisme traditionnel des peuples des steppes, etc. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez hybride. C'est vrai. C'est vrai, et c'est évidemment un nomadisme tout à fait dégradé, puisqu'il ne porte avec lui aucune culture. Il porte au contraire, plutôt la destruction des ressources naturelles, un certain tourisme permanent. Mais on voit aussi même sous nos latitudes, hein, les gens sont de moins en moins, se marient de moins en moins dans leur terroir, restent de moins en moins pour y travailler. Ont tendance à passer leurs vacances souvent très loin de chez eux, etc. Donc c'est une chose qui nous touche un peu tous, hein. Mais il faut comprendre que tout ça c'est un vrai projet politique. Donc ce serait un moyen du mondialisme. Bah oui, puisque moins on est attaché à sa terre, plus on est entre guillemets ouvert à tout, et plus le projet mondialiste est favorisé, puisqu'il s'agit en réalité de faire de chacun l'équivalent de chacun. Il s'agit d'araser les différences, d'araser d'abaisser les frontières, de détruire en fait tout ce qui sépare. Et c'est là qu'est la grande erreur de cette idéologie. Tout ce qui diversifie finalement. Tout ce qui diversifie. Et c'est là la grande erreur, c'est que sur deux terrains, elle est extrêmement destructrice. D'abord parce que la différence est une richesse, et on ne peut véritablement voyager qu'à la condition de traverser des zones qui ne ressemblent pas à nos paysages et à nos paysages intérieurs. Et donc on ne peut rencontrer personne non plus s'il ne nous est pas étranger. On peut pas échanger avec des gens qui sont comme nous, quoi. Donc finalement, c'est ça le concept. Et puis si c'est pour aller bouffer au McDo, que ce soit à Bamako, en Chine ou aux États-Unis ou en France, si c'est pour manger la même merde, excuse-moi de l'expression, on est arrivé au fond, quoi. Hein. C'est là le fond du problème, quoi. Tout à fait. Alors ça, c'est bien sûr. Et le deuxième problème, c'est évidemment que l'homogénéité n'efface pas les conflits. Ce sont des conflits d'une nature différente des conflits entre deux groupes hétérogènes, mais ce sont pas des sociétés moins conflictuelles. Voilà. D'accord. Alors maintenant, pour dire un mot de ces clubs, là aussi. Ah oui, les clubs. Alors là, le rôle des clubs dans l'hyperclasse mondiale et dans ce nouvel ordre mondial. Qui sont-ils d'ailleurs? Est-ce que tu as des noms de clubs? Là, il nous faut revenir à la structure pyramidale. Il faut comprendre que les clubs s'insèrent à un niveau plus ou moins élevé de la pyramide, mais tous les clubs sont plutôt vers le haut, évidemment, puisqu'il s'agit de clubs destinés à accueillir des décideurs, donc de différents secteurs d'activité, politiques, économiques, industriels, communication et médias. Il y a aussi des décideurs religieux, etc. Alors, sans tout de suite livrer les hiérarchies entre eux, parce c'est des choses assez subtiles, il y a aussi des périmètres d'intervention des clubs. Par exemple, le club dont on a parlé tout à l'heure, le CFR, s'occupe principalement des élites touchant aux affaires étrangères américaines et aux affaires de défense. Donc c'est un club qui vise à y faire entrer l'ensemble des décideurs américains, certes, mais surtout les milieux de la défense et de la politique étrangère, pour essayer, en fait, quelle que soit l'alternance politique au sommet de l'État américain, de maintenir des membres du club aux affaires donc dans ces deux secteurs, pour en fait être une sorte de gouvernement secret, enfin une sorte de continuité gouvernementale par-delà les accidents politiques des États-Unis. Continuer la politique par d'autres moyens, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire, de toute façon, avoir les gens de la même famille profonde. Alors là encore, il y a des nuances. Hein, les gens pourront nous dire, oui, vous êtes des conspirationnistes, quand même, il y a des nuances. Oui, c'est vrai, il y a des nuances. Il y a même parfois des petites oppositions, des petites querelles à l'intérieur du club. Mais le projet du club, lui, ne change pas. C'est pousser les États-Unis vers des logiques mondialistes. Donc conspirationniste, c'est quand même. Est-ce qu'on peut vraiment parler de conspiration? Parce que dans leur bouquin, ils en parlent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de caché. Hein. Là, je sais pas si on est conspirationniste, parce que le Grand Échiquier de Brzezinski, par exemple, ou alors les écrits de David Rockefeller, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas vraiment caché, quoi. Oui, il y a des aveux, c'est vrai. Finalement, ils en parlent eux-mêmes. C'est vrai. Hein. Bon, on va revenir au club.
Est-ce que tu pourrais citer également, donc on a parlé du CFR, finalement on parle beaucoup de Skull and Bones avec l'ancien président, l'ex-président des États-Unis, donc George W. Bush qui en faisait partie. Skull and Bones, quel est son domaine de compétence par rapport au nouvel ordre mondial? Alors comme je te l'ai dit, Skull and Bones est le 322e chapitre des Illuminés de Bavière. Son rôle en fait, c'est un rôle de recrutement de la surélite américaine, de la côte est américaine principalement, qui récemment, sous la pression, s'est ouvert aux Noirs et aux femmes, mais qui jadis était vraiment un club de WASP. WASP, oui, de White Anglo-Saxon Protestant. Tout à fait, issus en fait de grandes familles de la côte est américaine qui se sont enrichis dans le trafic d'opium. Avec l'Extrême-Orient, puisqu'ils étaient dans la construction navale pour certaines d'entre elles, et ils avaient fabriqué des bateaux qui étaient extrêmement rapides et qui permettaient donc de doubler tous les douaniers de l'époque, donc par la marine à voile. Hein. Et ils ont fait fortune dans l'opium, et ils sont à l'origine, donc les Skull and Bones sont à l'origine de la fondation de la CIA, enfin de l'OSS, qui deviendra plus tard la CIA. On voit ça très bien dans le film The Good Shepherd, le bon pasteur, traduit en français par, je crois, Secret d'État. Donc les services secrets américains seraient l'émanation de Skull and Bones. Il y a des traces par rapport à tout ça? Bien sûr, de toute façon la CIA se connaît très bien son origine, c'est tout ça, on trouve ça dans des livres. Donc il y a pas là-dessus il y a aucun secret, c'est une information peu connue, mais il y a rien de secret. Et en fait la CIA est beaucoup plus au service de Skull and Bones qu'elle n'est au service de l'État américain, mais bon, ça nous entraînerait trop loin. Révélation sur révélation, effectivement, là, ça nous entraîne très très loin, parce que résumons un petit peu, Skull and Bones, finalement. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la vitrine de Skull and Bones? C'est une association d'étudiants, s'il me semble. Alors, c'est une association d'étudiants dans l'université de Yale, qui est une des principales universités, une des plus puissantes, si vous voulez. Donc, Skull and Bones, en effet, une société étudiante qui recrute donc 15 membres par an. Ils sont à peu près 800 membres vivants en même temps dans le monde, enfin aux États-Unis principalement. Il ne peut pas y en avoir plus de 800 alors, théorique, enfin plus ou moins, voilà. Ça varie, mais voilà. C'est élitiste donc. C'est 15 par an et ils se recrutent dans les mêmes familles depuis toujours. Ils ont eu dans leurs membres 2 présidents, donc le président Bush et puis un précédent dont le nom m'échappe, mais c'est facile à retrouver, au 19e siècle je crois. Et elle a été fondée en fait. Par donc l'université de Yale a été fondée par des Européens qui ont fondé également ces fraternités étudiantes après un séjour en Allemagne. Celui qui a fondé la société est un Allemand en réalité, qui était un envoyé des sociétés étudiantes germaniques pour implanter dans le Nouveau Monde et diffuser l'idéologie des Illuminés de Bavière, dans ces universités d'élite. Et l'université de Yale a été fondée par des trafiquants, puisque c'est avec leur fortune en fait qu'ils ont construit cette université pour y mettre leurs enfants. Et en fait, c'est une université qui est beaucoup faite sur le modèle européen. Hein, donc c'est une université c'est un monde, le monde de l'élite de la Nouvelle-Angleterre est un monde très anglo-centré. Et malgré sa résidence en Amérique, en fait, elle poursuit les intérêts de l'Empire britannique. Et ils sont très au regret en fait de la perte des Amériques lors de la guerre d'indépendance. Tu voudrais dire qu'actuellement il y a des liens encore très forts au niveau de certains réseaux avec l'Angleterre. Totalement. Ils ont même des cousinages avec beaucoup de familles d'Angleterre. La famille royale? En fait, ils ont des liens pas seulement avec l'aristocratie, et puis ils ont aussi des liens en fait avec beaucoup d'aristocratie européenne. Parce que certains d'entre eux sont de souche allemande, de souche danoise, de souche française, et ils entretiennent des liens de cousinage avec l'élite française. Par exemple, un autre Bonesman, c'est John Kerry, le candidat malheureux à la présidence américaine face à George Bush lors la deuxième tentative, là en 2004. Et ce gars est cousin par exemple d'un homme politique français qui s'est illustré dans l'écologie de droite, Wechter, non, Antoine Wechter. L'autre, Brice Lalonde. Ah, Lalonde, oui. Et John Kerry venait passer ses vacances chez son cousin à Briac, du côté de Saint-Malo, là, voilà. Donc, et ils ont un mode de vie très très européen, ils ont les mêmes préoccupations que le monde britannique, c'est-à-dire la finance, le commerce, etc. Et ils fonctionnent comme une aristocratie, c'est-à-dire que malgré qu'ils n'aient pas de nom à rallonge, de titres, etc., ils appartiennent souvent à des sociétés comme la Pilgrim Society, qui est une société des fondateurs, quoi, hein, qui est un signe un peu de l'antiquité de la famille, voilà.
Et parle-nous, Monsieur K, parle-nous rapidement de la tombe, donc c'est-à-dire le lieu où se rassemblent les membres de Skull and Bones. Tout ça est très disponible en ligne maintenant. Hein. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait très peu de choses. Mais oui, la tombe et c'était un bâtiment donc sans fenêtre, qui est réservé exclusivement aux Bonesmen et qui est leur lieu de rencontre, le centre de leur club, dans lequel ont également lieu tous les ans les initiations des 15 impétrants. Dans des rituels très étranges, dont quelques journalistes ont réussi à voler quelques images. Des confessions apparemment, des confessions d'ordre un petit peu olé olé quoi. On voit ça d'ailleurs dans le film dont je parlais tout à l'heure, de Good Shepherd. Il y a la confession d'un des membres, enfin de celui qui va devenir l'un des fondateurs de l'OSS. On te met dans un cercueil donc, et tu racontes devant tes 14 camarades l'ensemble de ta vie sexuelle, ce qui permet en fait de tenir les gens par des choses qui jugeaient compromettantes. Bon, par les couilles quoi, si je puis me permettre. Voilà, mais c'est un moyen de coercition quoi. On a rarement une vie très débridée, sur ce plan à 20 ans. Donc tout ça est en même temps très dérisoire et ridicule et voilà, ça ne tient à pas grand chose, mais ça leur crée une très très grande intimité. Ils partagent des secrets. C'est vraiment, quand on regarde d'un côté, toutes ces histoires de sociétés secrètes et tout, c'est extrêmement sombre. Quand on regarde d'un autre, c'est vraiment la cabane quand on était enfants, au fond des bois, avec un mot de passe pour rentrer, des petits rituels, on se faisait des trucs d'indiens, des peintures d'indiens, etc. C'est vraiment, on en est là, quoi. C'est vraiment des petits jeux de petits garçons qui se font des cabanes. Toi, tu rentreras jamais dans le club, voilà. Mais l'importance du rituel, comme le disait Evola, l'importance du rituel, toujours. C'est sûr. Effectivement, donc là, on avait abordé tout ce chapitre sur Skull and Bones. Est-ce qu'il y a d'autres clubs? J'aimerais peut-être aborder le deuxième plus grand club. Donc on est toujours aux États-Unis, le Bohemian Club finalement. Oui, alors ça, le Bohemian Club, c'est le chapitre adulte du Skull and Bones. C'est-à-dire que c'est exactement le même genre de choses, qui cette fois-ci est de l'autre côté du pays. Il est au nord de San Francisco, dans une forêt de conifères, de séquoias centenaires. Dans un univers qui ressemble à s'y méprendre à des forêts vraiment de Roumanie, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est draculesque, comme environnement. Vlad. Voilà. Et en fait, c'est le club là qui s'adresse principalement à la droite américaine, donc au parti républicain, à ses affiliés, à ses proches, ses bailleurs de fonds, etc. Et le Bohemian Club, lui, est un club donc à destination d'adultes, où rentrent également d'autres gens. Enfin, il n'y a pas que des membres du Skull and Bones qui entrent. Il y a des gens du Skrull and Key, qui est une autre société secrète illuminée, concurrente du Skull and Bones, d'ailleurs grâce à qui on sait que Skull and Bones avait violé la tombe du chef indien Geronimo. Oula, là on est dans le mythe ou on est dans la réalité? Apparemment, ce serait le grand-père de Bush ou le père de Bush. Le père de Bush aurait participé à l'opération de désacrement de la tombe de Geronimo pour y voler son crâne. Parce que dans chacune dans chacun de ces clubs, dans la tombe, il y a une collection d'objets, de sortes de trophées, en fait, d'opérations faites par les Bonesmen. Donc ça peut être, une relique comme celle-là, ça peut être des choses volées au sein d'un autre bâtiment, d'un autre club du campus. Ça peut être des petites choses. Très macabre tout cela. À prendre avec des pincettes, information à prendre avec des pincettes. Mais revenons-en plutôt au Bohemian Club. Alors le Bohemian Club, c'est la même idéologie qui est à l'œuvre. C'est une idéologie extrêmement sombre, ténébreuse, au cœur du compound du camp, si vous voulez, du Bohemian Club, donc Bohemian Grove. Le Grove, c'est comment dirais-je, c'est la clairière, si on veut, voilà. Oui. Au cœur de ces installations, donc où campent les membres du club, il y a une énorme statue d'une vingtaine de mètres d'une grande chouette qui en fait renvoie à la symbolique de l'animal qui voit dans la nuit. La sagesse, finalement, on est dans la symbolique grecque là. Oui, alors la sagesse, si on veut, c'est pas du tout dans ce sens qu'ils le prennent. Il faut savoir que tous les symboles sont polysémiques. Souvent, d'ailleurs, il y a une signification lumineuse et une signification ténébreuse. Eux, je crois, sont plutôt dans l'aspect prédateur de la chouette, parce que elle voit dans la nuit, tandis que les animaux qu'elle chasse, eux, n'y voient rien. Donc en fait, ça renvoie à la sagesse. Donc en fait, c'est un symbole de la gnose,
C'est-à-dire que eux, par les connaissances occultes dont ils sont détenteurs, voient dans la nuit, voient plus loin, voient plus profondément que la gnose, c'est-à-dire l'initiation, c'est-à-dire des secrets finalement. Voilà, c'est ça. C'est des connaissances occultes qui leur permettent d'accéder à du pouvoir. La connaissance, c'est fondamentalement du pouvoir. Et ils se livrent donc tous les ans à plusieurs rituels, dont l'un est le plus important, c'est celui qu'on appelle Cremation of Care, qui reproduit par des figurines d'acier, de bois, de paille, etc. Le sacrifice, un sacrifice humain. Le Cremation of Care, c'est-à-dire la crémation des soucis, si on peut traduire ça en français. Oui, c'est ça, la crémation du bien, je dirais. Ouais. Et il se livre aussi à toutes sortes de jeux de nature homosexuelle, puisqu'il y a eu quelques fuites depuis que ça existe. De Nixon lui-même dans les bandes enregistrées concernant donc l'affaire de ce qu'on a appelé ensuite le Watergate, hein, donc on se souvient de cette affaire dans les années fin des années 70. C'est ça, au milieu des années 70, je crois que c'est en 74. Nixon se livre, enfin avec ses gars, la pénétration du siège du Parti démocrate, je me souviens bien. Pénétration, oui, c'est le cas. On appelle les plombiers, voilà, on appelait ça les plombiers. Donc c'était les gars de la CIA qui allaient pour essayer de voler des documents, des choses pour, je sais pas, enfin pour mener leur petite guerre contre les démocrates. Et en fait, toutes les conversations au sein du bureau ovale sont enregistrées. Et il y a une partie, enfin il y a un moment donné, lors d'une série de conversations, il se lâche sur Bohemian Grove et il dit j'ai jamais vu un truc, un pire truc de PD, quoi, en gros. Donc on sait qu'il y a de la prostitution homosexuelle qui accourt aussi. Les femmes sont interdites de séjour sur le campus. C'est un truc uniquement masculin, comme l'était Bohemian Grove jadis. Voilà. Et il y a des choses assez étranges qui s'y passent. Il y a de quoi se méfier, effectivement. S'il n'y a pas de jolies minouches sur place, on peut déjà se méfier. Et le plus inquiétant de tout ça, c'est que des projets gouvernementaux, en fait, sont préparés dans ce camp estival, hein, parce que c'est pendant le mois d'août. Comme par exemple, il y a une plaque qui rappelle que le projet Manhattan, donc de fabrication de la bombe atomique, a été initié au sein de Bohemian Grove. Donc ces gens-là sont vraiment dans des niveaux de pouvoir considérables. Bohemian Grove n'a pas de lien organique avec le gouvernement américain. Oui, bien sûr. Donc qu'on y prenne des décisions aussi importantes que la construction d'une bombe atomique, là, c'est extrêmement grave. Bon, c'est révélateur, c'est très révélateur. Mais ma question par rapport à tous ces clubs, finalement, ce serait que, finalement, ces gens, ils se connaissent de leur naissance jusqu'à leur mort. Oui. Est-ce qu'on peut pas plutôt parler de réseaux et de centres d'intérêt plutôt que de conspiration, finalement? Si on en revient au fondement, c'est des gens qui se connaissent, quoi, finalement. Tout à fait. En fait, c'est assez indifférent de savoir le caractère conspiratif de l'organisation. Toutes les organisations conspirent d'une certaine manière. Une équipe de football, quand elle est dans le vestiaire, une équipe de rugby, quand elle est dans le vestiaire à la mi-temps avec son entraîneur, elle conspire contre l'équipe d'en face. Une entreprise qui réunit ses cadres pour préparer sa stratégie de l'année suivante conspire contre la concurrence. Très souvent, les entreprises conspirent aussi contre leurs clients pour leur vendre de la merde. La conspiration est l'activité la plus courante de l'homme. Je veux dire par là que d'abord 90% de nos pensées sont inconnues même à nos plus proches. Donc le caractère secret de la vie de l'homme est la chose la plus évidente du monde. Dès qu'une pensée nous vient, on ne la formule pas verbalement. Il y a bien une distinction entre les deux. Donc tout n'est pas public. Voilà. Donc oui, il se voit en secret au sens où il se voit en privé. Il y a pas un complot, il y a des complots et peut-être que nous sommes nous-mêmes des comploteurs. Qui sait, hein. Donc effectivement, ces choses-là se complètent, se rejoignent. Hein. Oui, ce sont des réseaux. C'est un réseau de pouvoir et en même temps, c'est des organisations qui ont des agendas. L'important n'est pas de savoir si l'agenda est secret ou non. L'important est de savoir si l'agenda nous intéresse, nous, ou pas. Ou s'il se réalise, s'il y a des éléments tangibles de réalisation finalement de ces agendas-là. Hein. Totalement. Il suffit de voir l'agenda, par exemple, annuel des Bilderberg. C'est très intéressant de savoir déjà comment ils recrutent, de quoi ils discutent, et est-ce que les agendas des 5 dernières années ont vu une quelconque réalisation ou pas. Voilà, c'est ce que je dirais aux sceptiques sur la réalité du pouvoir de ces clubs. Je suis désolé, on ne peut pas réunir les hommes les plus puissants de la Terre, ou beaucoup des plus puissants de la Terre, je dis pas qu'ils y sont tous, et dire que ces gens n'ont aucun pouvoir. C'est absolument absurde. Ouais, tout à fait. Si on réunissait, par exemple, tous les plus grands footballeurs du monde, qu'on les réunissait dans un hôtel, qu'on y mettait des gardes
de l'État qui reçoit, sans aucun motif sérieux, je veux dire, puisque ce n'est pas une réunion publique, enfin officielle, qui parfois d'ailleurs est illégale. Par exemple, il est interdit aux représentants des États-Unis de se rendre dans ce genre de réunion, parce que c'est contraire à une de leurs lois fondamentales. Il est interdit de s'occuper de politique étrangère en accord avec des représentants étrangers. C'est de la trahison, selon la loi américaine. Mais si on faisait ça avec des footballeurs, il y aurait toutes les caméras de l'équipe TV, de machin, du monde entier. Il y aurait toutes les caméras sportives en bas de l'immeuble. On fait ça tous les ans avec les plus grands industriels, les plus grands journalistes, les plus grands hommes politiques, et il n'y a pas grand monde. Hein. Là, moi, je mets ça sur le compte, là pour le coup, d'une véritable conspiration du silence des médias officiels, qui parlent timidement depuis quelques années de Bilderberg. Il y a quelques années, quand vous parlez de Bilderberg, on vous prenait pour un fou, on disait ça n'existe pas. Maintenant, ça ils me sont rappelle sur aussi Internet, donc ça veut dire qu'on peut quand même, ils reconnaissent leur existence. Et ça participe, je crois, d'une stratégie qu'on pourrait désigner comme ceci, de l'extériorisation de la hiérarchie. C'est une citation d'un livre de Blavatsky qui faisait partie de toute cette cabale, dans un de ses livres qui s'intitule comme ça, l'extériorisation de la hiérarchie. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial a choisi de sortir de l'ombre et de progressivement entrer dans la lumière, sans jeu de mots, afin de préparer justement les grands événements à venir. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme le siècle, c'est-à-dire que il y a quelques années, personne, à part peut-être Emmanuel Ratier, et personne ne savait ce qui se passait exactement au club Le Siècle, hein, qui est quand même donc la filiale française, si on peut simplifier ça comme ça, du nouvel ordre mondial. Totalement. Le siècle, c'est tout à fait ça. C'est l'équivalent d'un CFR américain. Voilà. Ouais. Avec donc, des fonctionnements un peu différents, parce que ne peuvent y entrer que des gens avec une très bonne éducation, parce qu'il y a aussi une dimension en Europe qu'il n'y a pas forcément aux États-Unis, qui est moins portée uniquement sur l'efficacité, mais qui prend aussi en considération des éléments relevant de la sociabilité, de la naissance, de la fortune, parce que l'oligarchie européenne est beaucoup plus aristocratique dans son fonctionnement. D'accord, très très intéressante information, et puis on peut le souligner, hein, qu'il soit de droite, de gauche, économiste ou travaillant dans les médias, les syndicats, ou syndicat et patronat, hein, ça aussi c'est très intéressant à souligner. Et ben ils se retrouvent pour décider, peut-être de tendances à venir. Hein, qui sait. Alors, on parlait tout à l'heure de Bilderberg. Bilderberg, lui, a une fonction de réunion des élites euro-américaines. La trilatérale, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, elle intègre les décideurs asiatiques. Et le Japon, surtout le Japon, hein, la trilatérale. Mais en fait, ça forme une pyramide. La trilatérale, 3 côtés, trilatérale. Tout à fait. Encore une fois, bizarre. Oui, peut-être. Hein. Et alors, un des objectifs de ces réunions, c'est qu'évidemment tous les gens qui y vont, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été par exemple à Bilderberg, les gens qui y vont ne sont pas Monsieur du K, tout... Monsieur K, vous êtes au cœur du pouvoir. Non, je vous rassure. Vous avez des contacts Je vous rassure. Je veux pas inquiéter les auditeurs non plus, hein, je veux pas qu'ils me prennent leur argent. Mais bon, lorsque j'ai été amené à en croiser, je leur ai posé la question en privé, évidemment, voilà. Parce que de toute façon, ils auraient refusé de répondre à un micro ou pour un journal, de toute façon. Mais oui, ils te disent rapidement, non, mais tout ça, c'est chiant, c'est des farces. C'est bon, moi j'y vais parce que c'est un hôtel sympa. J'avais jamais vu Kissinger, c'était quand même bien de le voir parce que c'est un mec que je trouve étonnant. Enfin, des petites choses comme ça. C'est un week-end à l'étranger, etc. Ça, c'est pour une partie d'entre eux, c'est vrai qu'ils n'en sont pas. Mais en fait, ce qui s'y passe, c'est qu'on y diffuse de manière permanente pendant les 3-4 jours que dure le séminaire une idéologie mondialiste de départ. On y montre les véritables rouages du pouvoir, les véritables rapports de force, et en fait tout ça a un énorme pouvoir de séduction. Donc on y travaille en fait par capillarité, par tache d'huile. Il n'y a pas besoin que le mec soit un mondialiste avoué pour y entrer. On en fait un mondialiste, ou du moins on en fait un non-adversaire. On neutralise aussi parfois certaines personnes en les y invitant. Le meilleur exemple, c'est les journalistes. Les journalistes qui sont invités n'y vont pas pour couvrir l'événement, ils y vont parce que c'est une manière d'être reconnu comme quelqu'un qui compte. Et ça, c'est toujours flatteur. Voilà. Et toutes les sociétés secrètes, la maçonnerie la première, fonctionnent beaucoup sur ce genre de ressort psychologique, voilà, sur la faiblesse humaine.
C'est-à-dire tout le monde fait comme ça, pourquoi pas moi aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça le concept. Être invité, c'est un honneur dans ce monde-là, et donc refuser, ce serait une bêtise dans l'ordre de ce point de vue-là, parce qu'ils voient évidemment leur intérêt. C'est un gros réseau aussi, donc après on peut passer des coups de fil à des membres, il y a un catalogue des gens qui étaient là, et puis quand vous êtes invité, vous êtes toujours pressenti pour prendre de plus hautes fonctions. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que effectivement, si on a invité, attention, le bling bling va tomber, c'est le jackpot quoi. Donc autant y aller tout de suite quoi. Hein. D'ailleurs, aucun candidat récent à la présidence des États-Unis n'a manqué l'invitation. Ils ont toujours été invités avant même d'être sélectionnés parfois aux primaires. Donc on pouvait induire de l'invitation des rendez-vous de Bilderberg de qui serait le gagnant de la primaire du Parti démocrate. Ah bah oui, c'est mieux que la Star Academy, hein, c'est mieux que la Starac. Hein. C'est mieux que la Starac. Punaise, ouais, effectivement, là, très intéressant. Alors, on va peut-être aborder un autre chapitre plutôt assez rapidement. Par rapport au, finalement, là, on a quand même abordé des thèmes qui sont pas forcément familiers à nos auditeurs, et même, je dirais, familiers à l'homme de la rue, hein, c'est-à-dire que on va peut-être nous prendre pour des conspirationnistes, etc. Alors, bien sûr, il y a des théories farfelues concernant le nouvel ordre mondial, des théories, on va peut-être les aborder assez rapidement, notamment par rapport aux reptiliens, c'est-à-dire que nous serions sous l'influence d'une race de reptilienne extraterrestre qui a créé les êtres humains. Enfin bref, le nouvel ordre mondial est quand même un thème qui ouvre la porte à toutes les fenêtres, hein, si je peux simplifier ça. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur K? Le problème, c'est qu'il y a deux types de gens qui propagent ces choses sur le net et parfois même dans des livres. Il y a des agents malgré eux, des agents propagateurs malgré eux, c'est-à-dire c'est des naïfs, des curieux qui se disent voilà, faut fermer la porte à rien, peut-être, faut regarder, faut voir. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on trouve des témoignages troublants. Il y a des choses. Maintenant, les explications qui en sont données sont véritablement pas forcément très sérieuses. Ouais, enfin voilà. Donc après, il y a un deuxième type d'opération qui elle est beaucoup plus sérieuse, mais qui trouve immédiatement un écho chez les curieux naïfs. Ce sont les véritables agents provocateurs du système qui propagent des informations fausses et marginales et extrêmes etc. dans le seul but de discréditer l'ensemble de la thèse. Vous dites aujourd'hui nouvel ordre mondial, vous commencez à examiner les symboles, les fonctionnements, les organigrammes, les réalisations, etc., les agendas, et tout de suite, hop, on vous jette les reptiliens à la figure pour vous discréditer. Et ça marche très bien. Donc, il y a cet aspect-là qui est évidemment au centre de ces informations-là. Et il faut comprendre que très souvent, des gens qui ont été des grands propagateurs de cette préoccupation sur le nouvel ordre mondial étaient eux-mêmes des agents du gouvernement, enfin des agents du pouvoir, de la structure conspirative, si tu veux, qui étaient là pour discréditer l'ensemble de la thèse. Et les reptiliens en sont évidemment l'une des principales. C'est pas la seule. Il y a aussi la question ufologique. Oui, tout à fait. Alors, oui. Bon, on pourra peut-être revenir lors d'une autre émission sur la question des ovnis et de la question extra. Ah oui, les ovnis, oui, ça aussi, hein, c'est souvent lié au nouvel ordre mondial, voilà. Les nouvelles technologies qui seraient dérivées de crash aliens. Voilà, on en parlera, je pense, lors d'une autre émission, mais ces deux principales thèses, évidemment, il y a des choses, évidentes de traces et de témoignages extrêmement sérieux, qui ont même impliqué des agents gouvernementaux extrêmement dédiés à leur travail, honnêtes, sincères, parce qu'il en existe. Il en existe vraiment? Oui, bien sûr. Et le problème, c'est de voir justement comment, lorsque ces gens font des opérations de déstabilisation, ils ont toujours la crainte de tomber sur le gentil flic qui va vraiment enquêter et trouver le truc et trouver le poteau rose, quoi. Donc, ils ont des stratégies de protection à cet égard. On en reparlera de tout ça, mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches sérieuses sur ces deux questions, à la fois sur les reptiles et sur les ovnis, sur les extraterrestres, etc. Il y a des choses extrêmement troublantes, mais il y a aussi des réponses assez certaines. Une chose est sûre, c'est que la propagation de ces informations, en les liant au nouvel ordre mondial, procède d'une politique de la pollution de l'ensemble de la question. De la désinformation pure et simple. Tout à fait. Et très souvent, les agents qui ont été les grands propagateurs de ça étaient eux aussi des agents gouvernementaux qui étaient parfois des naïfs,
qui parfois, à la fin de leur vie, je pense à l'un en particulier, à la fin de sa vie, a dit je regrette, voilà, j'ai propagé des mensonges, mais c'était une cabane qui lui avait monté, qui était extrêmement bien faite, et il avait été un de ceux à l'origine justement de la question des ovnis, etc. Mais il s'est rendu compte de la provocation sur la fin de sa vie, et il a dit voilà, tout ça n'est que mensonge. Mensonge faux drapeau. total, voilà. Ouais. Donc effectivement, on va clôturer ce petit chapitre sur les théories farfelues. Je pense qu'on consacrera une petite émission par rapport à ces choses un petit peu dingue. Finalement, pour terminer, moi j'aimerais bien aborder quelque chose sur la crise actuelle. Est-ce que la crise actuelle est voulue par le nouvel ordre mondial? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que il y a finalement on fait partie il y a un agenda? Est-ce que on est dans les cases finalement? Ça c'est très certain. C'est très certain. Il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, la manipulation des cours de l'or et de l'argent, qui sont des valeurs refuges. Et on voit là la mainmise de milieux qui ont une puissance financière considérable et qui manipulent les cours de l'or et de l'argent. En fait, à un niveau très élevé de la pyramide, voilà, un groupe en haut, très haut dans la pyramide, a décidé de cette crise. Elle nuit aux intérêts d'une autre partie de la pyramide plus bas. Je vous donne 2 exemples. Elle nuit très gravement à tout le monde anglo-britannique, enfin anglo-américain, à tous les intérêts de la banque, donc de la banque juive, de la banque anglo-américaine. Elle profite en revanche aux fonds souverains. Donc elle profite d'une certaine manière principalement à ce qu'on pourrait appeler le bloc oriental, qui participe du projet du nouvel ordre global, du nouvel ordre mondial, mais qui a un agenda propre qui est contradictoire avec certains intérêts du bloc anglo-américain. Finalement, pour conclure, que faire? Le que faire? Nous, dans notre petite vie de militants ou comment dirais-je, tout simplement au niveau personnel, que faire? Que penser? Que faire? À quoi recourir? Ton avis personnel sur la question? Écoute, la première chose, c'est il faut éviter de s'engager dans des organisations comment dire, étatiques, qui auraient des aspects ténébreux, parce que très souvent c'est le signe à un niveau ou un autre d'un certain contrôle. Il faut savoir que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a en bas de la pyramide quantité d'organisations qui sont sous contrôle, et la plupart du temps elles sont en concurrence entre elles, parfois en concurrence très brutale, mais ça n'a pas d'importance parce qu'elles sont toutes assumées à un niveau supérieur de contrôle. Donc ne pas rentrer dans n'importe quelle organisation comme ça les yeux fermés en se disant voilà, c'est une organisation qui dans 80%, 90% de son agenda correspond à mes aspirations. Le NPA. Le diable, comme dit l'expression, le diable est dans les détails. Et en plus, c'est un royaume divisé contre lui-même. Donc, le fait qu'une organisation soit en conflit avec une autre organisation mondialiste ne suffit pas à en faire une organisation authentiquement antimondialiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une ligne générale de conduite, c'est gagner en autonomie. Gagner en autonomie financière, donc acquérir de l'or physique. N'achetez pas d'or papier. L'or papier, il y en a 100 ou 120 fois plus en circulation qu'il n'y a d'or physique réellement existant dans le monde. Donc n'achetez pas d'or papier, achetez de l'or physique. Ensuite, achetez de la terre. Passez votre permis de conduire pour pouvoir être autonome quant à vos déplacements. Passez votre permis de chasse pour pouvoir disposer légalement des moyens de vous défendre. Inscrivez vos enfants dans des écoles hors contrat. Gardez votre esprit critique. Voilà, autonomie en tout. Autonomie en tout. Et organisez-vous en revanche. Groupez-vous. Faites des groupes de base. Des communautés. Et des groupes même politiques autonomes de base. Pour pouvoir porter le fer contre les menées mondialistes là où on est. La première chose à faire, c'est s'informer et faire son boulot. Si vous ne faites pas vos devoirs, si vous ne travaillez pas ces questions pour gagner en connaissance, en discernement, alors vous serez rapidement les victimes des diverses provocations, intoxications, etc. Et vous finirez à faire des vidéos sur les reptiliens sur Internet. Donc ne faites pas ça.
allez à la source, lisez les livres, formez-vous et soyez des propagateurs de vérité. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, tu parlais d'un recours. Quel recours? Le recours, c'est le recours à la sagesse antique. Il faut revenir. Le recours aux forêts aussi. Hein. Le recours aux forêts. Paragrapher Hans Junger. J'allais y venir, tout à fait. Le recours aux forêts, donc il faut revenir à une éthique simple, qui est l'éthique, je dirais, l'éthique naturelle. Et pour en avoir une idée un peu précise, il faut là aussi essayer de chercher des exemples dans le passé, qui n'est jamais que l'expérience accumulée des hommes. Donc voilà, lisez par exemple, je sais pas, Aristote par exemple, pour savoir ce que c'est qu'une éthique, une authentique éthique classique française, européenne. Voilà, sur quoi on a construit notre civilisation. Et recours aux forêts absolument. Aller contempler la nature. Voilà, chercher le refuge intérieur aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Chercher le. Très bien. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci encore, merci mille fois Monsieur K. Bonne soirée à toutes et à tous. Hissez le drapeau noir, passez à l'abordage et zenga zenga.